Bonsoir. Sang contaminé, mise en accusation à l'Assemblée. Les députés ont entendu Edmond Hervé, l'ancien ministre de la Santé. Il s'est défendu et il a été applaudi par les socialistes. Bonsoir. Le procès de l'affaire Céline avec aujourd'hui les plaidoiries. L'avocat de Richard Roman a bien sûr demandé l'acquittement de son client. Première mission réussie à Baïdoa. Les militaires français et américains ont réouvert l'aéroport et distribué les premières tonnes de vivres. Enfin, Michel Simon aurait-il joué hors écran l'espion qui venait du froid? L'acteur français aurait aidé les services secrets soviétiques avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est demain que sera prononcé le verdict dans le procès des deux meurtriers présumés de la petite Céline. Et à l'approche du dénouement, la famille de la fillette exprime chaque jour un peu plus son dépit et sa colère. Elle n'accepte pas le possible acquittement de Richard Roman. Une famille convaincue de sa culpabilité, une certitude qui est donc confrontée au doute de la justice. Le verdict de demain est aussi le terme d'une épreuve particulièrement éprouvante pour les parents de la fillette. Reportage à Grenoble de Nathalie Darigrand et Joseph Tual. La colère du père de Céline. Autour de lui, les CRS ne sont là que pour éviter les dérapages. Comme ce matin, dehors, face à face, la famille Jourdan et celle de Roman. Vous pouvez le faire sortir, Romain, mais vous avez signé son arrêt de mort. Ça, je vous le garantis. Ça, je vous le garantis. Une tension que ne supporte plus Joëlle, la mère de Céline. Elle refuse d'écouter les plaidoiries et même ceux qui l'aident, comme ces familles qui ont également perdu un enfant dans des conditions dramatiques. Je crois qu'il va falloir l'aider à réapprendre à vivre après ce procès parce que c'est très très dur et lui faire accepter le verdict, lui faire accepter si Roman n'est pas coupable, il faut qu'elle accepte. À l'intérieur du palais, on a renforcé les mesures de sécurité, fouilles avant l'entrée dans la salle d'audience. À la veille du verdict, on veut impérativement maintenir le calme. On peut craindre des manifestations, nous n'avons pas eu jusqu'à maintenant. On peut craindre quelquefois aussi des réactions de la famille. Elles n'ont pas eu lieu jusqu'à maintenant. Je dois reconnaître que tout le monde s'est comporté de manière exemplaire pendant les 15 jours ou les 3 semaines du procès. Demain, le palais de justice de Grenoble sera entièrement bouclé en attendant le verdict prévu en fin d'après-midi. Le procès d'un aveu, c'est sur ce thème que l'avocat de Richard Roman a plaidé cet après-midi devant la cour d'assises de l'Isère. Il a plaidé l'acquittement, bien sûr, pour son client. En ce qui concerne Didier Gentil, le premier avocat a demandé les circonstances atténuantes, des plaidoiries qui se sont déroulées dans un calme relatif. Sur place pour France 3, Albert Ripamonti et Georges Minangua. Depuis 4 ans, Henri Leclerc porte l'innocence de son client. Cette certitude, cette conviction, il voudrait la faire partager aux parents de Céline. Mais je sais, dit-il en préambule, que quoi qu'il arrive, je n'y arriverai pas. Surmontant son émotion, il laisse alors éclater sa colère. Colère contre le procureur Vesbuche, contre le gendarme Ramette, ceux-là même qui ont recueilli les aveux de Roman. Car c'est bien le procès de l'aveu, cette preuve médiévale de culpabilité qu'instruit aujourd'hui Maître Leclerc. Et il décrit les menaces, les coups, la fatigue. Et après 15 heures d'interrogatoire d'affilée, 15 heures de vertige mental, l'aveu. L'aveu, signale encore Maître Leclerc, cela ne veut pas dire qu'on dit la vérité. Cela veut dire que l'on craque ou que l'on ne craque pas. Et Roman a craqué, il a voulu en finir. Des aveux, affirme Maître Leclerc, qui ne correspondent pas à la réalité, des aveux faux. Or, cela suffit pour envoyer quelqu'un en prison pendant 4 ans. Que s'est-il donc passé pour que la justice dérape à ce point? Maître Leclerc pose la question, à la justice d'y répondre maintenant. Pour la première fois depuis que l'on parle d'une haute cour de justice dans l'affaire du sang contaminé, Edmond Hervé s'est défendu devant une assemblée et des caméras. Il a repris le dossier point par point, une défense sur un ton très ferme, et les socialistes attendaient cette intervention. Edmond Hervé qui vient d'annoncer qu'il ne participera pas au vote sur sa propre mise en accusation. Au sein même du groupe PS, les avis sont partagés et on attend la décision finale dans quelques minutes. Charles Sanviti, Marc Doux. Visage meurtri, comme isolé parmi les siens, Edmond Hervé prépare sa défense. Depuis hier seul, avec Georgina Dufoy, il est justiciable de la haute cour. Sénateurs et députés ont disjoint le cas de Laurent Fabius. C'est donc seul, à la tribune, que l'ex-ministre plaide. Face aux accusations dont je suis l'objet, je sais que finalement, je serai un homme seul.
un homme seul avec ma conscience. C'est mon recours. Merci. Un discours électrochoc, l'effet est immédiat. Dans les rangs socialistes, on hésite au point d'envisager de ne plus voter la mise en accusation, pourtant approuvée hier par les mêmes socialistes en commission. En revanche, à droite, pas d'état d'âme, au contraire. On est pressé d'aboutir avec une arrière-pensée. Si la procédure bloque, c'est le PS que l'on tiendra pour responsable. Le climat politique encore, à quelques jours de la fin de la session parlementaire et à quelques mois des législatives, on sent bien que la campagne électorale est lancée. Preuve de cette bataille politique, l'Algarade qui a opposé cet après-midi à l'Assemblée Alain Peyrefitte à Pierre Bérégovoy. Il y était question de l'attitude du RPR. Est-ce notre mouvement qui a noyauté l'État, qui a noyauté la haute et la basse administration, qui a noyauté la justice même, comme aucun autre parti ne l'avait fait sous aucune république? Agitez-vous ces épouvantails, parce que vous avez compris que la première tâche de la majorité et du gouvernement de demain, qui vont sortir des urnes, sera de restaurer l'administration républicaine dans son impartialité. Comme le dit une radio périphérique, écoutez la différence entre ce que vous avez fait et ce que nous avons fait. Moi, je n'ai jamais choisi un collaborateur ou un homme appelé à exercer des fonctions importantes dans la République à partir d'un a priori politique. Vous ne pouvez pas en dire autant. Gilles Leclerc, on peut parler tout de même de malaise ce soir pour cette fin de législature à l'Assemblée. Oui, drôle de fin de législature en tout cas, qui se termine avec un sentiment de malaise en effet, alors que déjà la campagne électorale de 93 a d'ores et déjà démarré, on vient de le voir. Malaise dû d'abord à la confusion dans l'affaire de la haute cour, prise de position, revirement, machine arrière, possible coup de théâtre même ce soir. Les socialistes sont empêtrés dans ce dossier où se mêlent, on l'a vu, l'émotion c'est vrai et la politique aussi. Le PS apparaît totalement déboussolé et sans véritable stratégie, changeant d'avis au gré des diverses interventions. Malaise aussi quand visiblement l'angle d'attaque choisi cette fois par les socialistes pour la campagne électorale, c'est-à-dire le risque d'un parti hégémonique, le RPR, eh bien cet angle a le goût de déjà-vu et se situe un peu loin des préoccupations des citoyens. Dans un tel contexte, l'opposition a sans doute pour le moment le beau rôle. Il n'empêche que si cette législature se termine sans règlement de cette affaire de haute cour et si la campagne électorale se poursuit effectivement comme elle semble avoir commencé, c'est bien l'ensemble de la classe politique qui risque d'en pâtir. Gilles Leclerc, merci. L'actualité internationale avec d'abord à Baidoa les premières distributions de vivres et de nourriture après l'arrivée des soldats français et américains. L'arrivée du premier contingent de la force multinationale s'est déroulée dans le calme. L'état-major redoutait pourtant cette opération et notamment la présence de troupes rebelles dans cette ville dévastée. Ils ont trouvé à la place une population particulièrement accueillante. Les militaires ont donc repris l'aéroport très rapidement. À Baidoa pour France 3, Morad Aïtabouche, Christian Decarnet et Alexis Toutain. Seuls quelques you-you au passage du convoi de la paix. Les habitants de Baidoa se sont peut-être levés à l'aube pour accueillir les Français et les Américains, mais la plupart d'entre eux n'ont pas été très démonstratifs. Sur le marché, les Somaliens n'ont même pas détourné leur regard. Les militaires, eux, comme d'habitude, n'avaient qu'une idée en tête, remplir leur mission. Comme à Mogadiscio, en professionnel, ils ont investi l'aéroport de la ville, sans incident. Les hommes du général Haïdi qui contrôlaient la zone se sont rendus sans aucune résistance. Ce sont eux qui, avant, racketaient les organisations humanitaires. Aujourd'hui, ces hommes, laissés en liberté, proposent leur aide aux Américains. Les Américains qui n'ont qu'un seul leitmotiv à la bouche. Ce que nous voulons faire, c'est répondre à la demande. Les Somaliens ont besoin de notre aide. Nous allons les aider à se nourrir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Une délégation composée d'officiers Marines et Français part à la rencontre des organisations humanitaires. Celle-là même qui jugeait la lenteur des militaires criminels. La réunion va durer plus d'1 heure. Les ONG n'auront qu'une seule exigence. En priorité, c'est d'assurer la sécurité de l'intérieur de la ville. Ultérieurement, peut-être dans les jours à venir, de la périphérie, mais pour l'instant, c'est le centre de la ville.
Ici, comme ailleurs en Somalie, Baidoa vit sous perfusion internationale. Mais ces derniers mois, les pillards imposaient leurs lois. Le riz n'arrivait pas toujours dans la bouche des enfants ou des adultes et les réfugiés et les déplacés mouraient à un rythme effrayant. En collaboration avec le Croissant Rouge somalien, on organise la collecte des corps, ce qui fait qu'en septembre, on en a ramassé 6000. En octobre, on en a ramassé 2464 et en novembre, on en a ramassé 1379. La situation s'est clairement améliorée depuis août, septembre. À l'époque, c'était vraiment terrible ici. Et jusqu'à hier, les morts et les blessés par balles étaient très élevés à Baidoa. L'hôpital de la ville est toujours submergé. Normalement, les militaires devraient très vite désarmer toute la population. Après Mogadiscio et Baidoa, aujourd'hui, la prochaine ville sur la liste des Nations Unies devrait être Kismayo. Kismayo, à 600 km au sud de la capitale. Là aussi, les organisations humanitaires présentes sur le terrain ne cessent d'appeler à l'aide occidentale. Des pillages ont lieu chaque jour, de jour comme de nuit. Mais là encore, comme pour Baidoa, les Américains ne veulent donner aucune date pour leur intervention. Renforcer les sanctions contre la Serbie, ce sont les Français et les Américains qui militent pour des opérations plus musclées. L'aviation pourrait notamment faire respecter l'interdiction de survol. D'autres pays, comme la Grande-Bretagne, sont nettement plus réticents et les Européens restent donc divisés. En revanche, tout le monde est d'accord pour soutenir l'actuel Premier ministre qui est candidat à l'élection présidentielle. Le commentaire de Jean-Marc Pitt. Une chose est sûre, la communauté internationale hausse le ton vis-à-vis de Belgrade. Mais elle le fait une fois de plus en ordre dispersé. Rien de bien concret n'est sorti aujourd'hui de la rencontre des 29 ministres des Affaires étrangères à Genève. Les propositions françaises, britanniques et américaines consistant à employer la force pour empêcher les avions serbes de survoler la Bosnie ont été acceptées à contre-cœur par les médiateurs internationaux dans le conflit yougoslave, Lord Owen et Cyrus Vance. On attendra pourtant que l'espace aérien bosniaque soit à nouveau violé pour décider de mesures militaires. Car comme Boutros Ghali, le secrétaire général des Nations Unies, les deux médiateurs continuent à privilégier la négociation. Consensus en revanche sur l'idée du secrétaire d'État américain Lawrence Eagleburger de juger les Serbes auteurs de crimes contre l'humanité. Un tribunal international type Nuremberg pourrait être institué à cet effet. La proposition du ministre des Affaires étrangères français, Roland Dumas, de libérer militairement les camps de concentration semble avoir été entendue par Belgrade, qui a dès aujourd'hui procédé à l'évacuation du camp de Manjaka. Dès demain, les représentants des 16 pays de l'OTAN étudieront les possibilités d'action militaire contre les Serbes. Cette convergence diplomatique à la veille des élections présidentielles en Serbie n'est pas fortuite. Les Occidentaux ont clairement choisi Milan Panic contre Slobodan Milosevic et c'est apparemment ce qu'ils tentent de faire comprendre aux électeurs serbes. À l'approche de Noël, l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, accentue sa pression et multiplie les attentats en plein centre de Londres. Voyez plutôt ce qui s'est passé ce midi. 2 bombes ont explosé dans la principale rue commerçante de la capitale, à Oxford Street. La première a été placée dans un grand magasin, l'autre dans la rue. 2 attentats qui ont fait 4 blessés légers et de sérieux dégâts. Les mesures de sécurité ont été renforcées à Londres dès le début du mois. La crise de la sidérurgie Usinor, Sassilor devra revoir sa copie. Le gouvernement a annoncé cet après-midi à l'Assemblée nationale qu'il n'acceptait pas le plan social qui a pourtant été présenté la semaine dernière par le groupe sidérurgiste. Un plan qui prévoit 1900 suppressions d'emplois. Et toujours dans le domaine de l'économie, pour l'année 93, les chiffres sont plutôt sombres. La croissance se ralentira encore l'année prochaine. L'OCDE parle de chômage et surtout de récession. Les explications de Claude Guénaud. Pour certains économistes, comme ceux du Centre de prévision de l'expansion, la cause est entendue. Depuis le 1er octobre, la France est bel et bien entrée en récession. Aujourd'hui, l'OCDE confirme cette tendance en parlant d'atonie et l'INSEE s'apprête à publier des chiffres qui vont dans le même sens. Jusqu'à maintenant, la croissance était faible mais positive. Pour le dernier trimestre 92, elle est négative avec un recul de 0,1% et elle sera à nouveau négative ou nulle au début 93. Cela signifie que la France entière est pratiquement en récession, que la machine économique commence à produire moins. La première conséquence, notée par l'OCDE, est une nouvelle poussée du chômage qui devrait approcher les 11% fin 93. L'organisation tempère cependant son pessimisme en soulignant que la situation de l'économie française est fondamentalement saine, avec une inflation faible et un endettement maîtrisé. La reprise devrait d'ailleurs s'amorcer dans la deuxième partie de l'année.
Après un passage à vide, en début d'année, la croissance en France devrait terminer 93 avec 1,6% et amorcer en 94 une décrue du chômage. Un dépistage pour tous les transfusés. La mesure est demandée par Bernard Kouchner, mais elle sera difficile à mettre en œuvre. Une demande qui prend aussi des allures de mea culpa. Le ministre de la Santé rappelle que les médecins doivent maintenant tout mettre en œuvre pour pallier les conséquences de cette affaire du sang contaminé. Et du côté des associations de transfusés, on s'étonne que le dépistage ne soit recommandé qu'aux personnes opérées entre 80 et 85. Certains malades envisagent même de poursuivre en justice des médecins qui ne les auraient pas avertis du danger. L'enquête de Nathalie Stré et Josiane Zimanski. Il aura fallu le drame des hémophiles contaminés pour découvrir les dangers de la transfusion en matière de contamination du sida. Aujourd'hui, la circulaire du ministère de la Santé impose à tous les hôpitaux de retrouver et d'informer les patients qui ignorent avoir été transfusés entre 80 et 85, période restrictive où l'on invoque l'ignorance collective. Depuis 85, on sait beaucoup mieux que par conséquent, la plupart des patients qui ont été opérés et transfusés à cette époque ont probablement subi des tests de dépistage. Le problème n'est pas du tout de même ampleur. Et pourtant, même au-delà de 85, plusieurs patients ont été contaminés lors de transfusions. Exemple, l'ami de Marie, opéré en 86, il est aujourd'hui gravement malade du sida. Marie, elle, est séropositive. À aucun moment, les médecins qui suivaient mon compagnon ne lui ont dit, pendant cette période de pratiquement 2 ans et demi, de se faire dépister, alors que les médecins savaient très bien que les transfusions pouvaient être dangereuses et communiquer le VIH. On peut parfaitement envisager dans un cas comme celui-là un procès qui aurait du reste une connotation pénale. Car enfin, par le défaut d'information, on a exposé des tiers en nombre que nous ne connaîtrons jamais à un risque qui est un risque mortel. Alors on peut envisager l'homicide involontaire, les blessures involontaires tant que la personne n'est pas décédée et la non-assistance à personne en danger. Pas question donc pour l'association des transfusés de se limiter à la période 80-85. Des patients ont été transfusés à leur insu après cette date sans s'être vus proposer un test de dépistage. Ils doivent être avertis eux aussi du danger qu'ils encourent. Et puis, on vient de l'apprendre, le groupe PS ne participera pas au vote de mise en accusation d'Edmond Hervé et de Georgina Dufoy à l'Assemblée nationale. Vote qui devait commencer à 21h30. Il y a donc un sérieux risque de blocage de tout le processus de haute cour. Première visite guidée des nouvelles salles du Grand Louvre. Le projet de rénovation avance et cette fois il s'agit de la cour carrée. Beaucoup de toiles ont pu enfin sortir des cartons. Nicolas Poussin, Georges de la Tour, le portrait de Chopin par Delacroix ou les paysages de Rome par Corot. Les plus grands peintres français sont réunis au 2e étage du musée et exposés en lumière naturelle. Dominique Poncet, Christian Leroux. 700 tableaux de la peinture française des 18e et 19e siècles, oui. 700 chefs-d'œuvre restaurés dans leur cadre d'origine ou dans un tout nouvel encadrement, dont 150 qui dormaient jusqu'alors dans les réserves. Accrochées selon un ordre chronologique pour que le visiteur ne se perde pas, ces toiles se déploient dans toute leur splendeur sur 3500 mètres carrés, agencés par l'architecte milanais Italo Rota. Coût de l'opération qui a duré 5 ans, 100 millions de francs. Mais le résultat est là, les toiles se répondent les unes aux autres sans jamais pourtant se faire d'ombre. Il y a ici à la fois profusion et harmonie, élégance et munificence. Mais la grande innovation, c'est l'utilisation de la lumière du jour. Nous avons souhaité que le visiteur puisse voir le ciel, les petits oiseaux, les nuages. C'était indispensable. Nous avons surtout voulu, pour parler sérieusement, que les tableaux soient exposés à la lumière du jour. Et je crois que rien n'est plus beau que la lumière du jour. Elle est vivante, elle vibre, elle est évidemment incontrôlable, elle change, mais c'est la vie. Les volumes sont ici très généreux et les tableaux respirent. Et c'est ce que nous voulions. Alors les couleurs sont toujours, comme vous le savez, très discutées, très disputées. Depuis que les musées existent, tout le monde a toujours critiqué les couleurs de l'autre. On s'est donné beaucoup de mal. On critiquera certaines couleurs. Moi, personnellement, celle que je préfère de beaucoup, c'est un vert très particulier, qui fait un peu mal aux dents, un vert gris, assez acide. Et je crois que le bain turc d'Ingres n'a jamais été plus beau que sur ce vert. Avec l'ouverture de ces salles, c'est un nouveau pas qui vient d'être fait vers le Grand Louvre. Le chantier devrait s'achever le 18 novembre 1993. Ce jour-là, le musée du Louvre aura juste 200 ans. Ce sera le plus grand musée du monde.
Une histoire incroyable pour terminer. Comédien, gouailleur et monstre sacré du cinéma français, Michel Simon pourrait bien avoir caché jusqu'à la fin de ses jours un rôle beaucoup plus secret. Il aurait été pendant des années l'honorable correspondant des services de renseignement soviétiques. Pour l'instant, il n'existe pas de preuves directes, mais plutôt un faisceau de présomptions. Et même ses biographes reconnaissent qu'il existe des zones d'ombre dans la vie du comédien. L'enquête de Clément Veyrena. C'est parce que je t'aime que tu m'aimes quand même. Michel Simon, l'acteur le plus extravagant du cinéma français, était-il un agent des services secrets soviétiques d'avant-guerre, le NKVD? Depuis les révélations d'Igor Prelin, un colonel du KGB, affirmant détenir dans ses archives la trace d'un grand acteur français, le nom de Michel Simon a été avancé à plusieurs reprises. Michel Simon, agent des soviétiques, l'événement du jeudi à paraître demain pose à son tour la question en apportant, sinon des preuves, du moins une enquête très fouillée sur la vie de l'acteur lors de son arrivée avant-guerre à Paris. Je me suis laissé aller à faire un tas de métiers. J'étais camelot sur les boulevards, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai fréquenté les truands de 1912 à 1914. Mais derrière le personnage truculent, anarchiste, grand amateur de prostituées, on découvre un autre Michel Simon, membre fondateur du Parti socialiste suisse qui adhérera dans les années 20 à l'internationale communiste. Simon débarque à Paris, c'est rapidement une star. Il est reçu partout. Arrive la guerre, Michel Simon, ni résistant ni collabo, passe ses journées au Sphinx et au One-Two-Two. Bizarre, bizarre. Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Le Sphinx, le One-Two-Two, c'était les bordels les plus huppés fréquentés par les officiers, et non des moindres, de l'armée allemande. Et là, il y avait moyen d'obtenir des confidences de la part des filles qui accueillaient ces officiers. Comme Michel Simon avait ses entrées 24 heures sur 24 dans ces deux établissements, il n'est pas impossible qu'il ait recueilli des informations. Pourquoi a-t-il été aussi cuisiné par les nazis? Il est passé rue Lauriston. Sa maison de Noisy a été à plusieurs occasions visitée. D'autres éléments dans la vie de Michel Simon demeurent énigmatiques. On parle de voyages inexpliqués en Union soviétique. Des proches se souviennent aujourd'hui d'un sac contenant de la terre d'Ukraine que l'acteur conservait précieusement sur le rebord de sa fenêtre et de ses mémoires qu'il avait commencé à écrire et qui auraient mystérieusement disparu. Les programmes sur France 3 ce soir avant les élections législatives. La marche du siècle recevra les principaux leaders politiques. Jean-Marie Cavada reçoit ce soir Jacques Chirac. Le soir sur la 3, présenté par Christine O'Krent à 22h25. Et dans un instant, le résumé en images de l'actualité de votre région. Très bonne soirée sur la 3. À demain 19h. Bonsoir.